En tout cas, merci d'être venu surtout. Ça fait chaud au cœur de voir autant de monde. Je pensais vraiment pas qu'il y aurait autant de monde aujourd'hui, donc j'avoue qu'on n'avait pas pensé à faire des groupes. Donc tu n'auras pas assez de café et de croissants. J'aurais pas assez de café aujourd'hui, désolée. Allez, c'est parti. Allez. Comme tous les jeudis depuis 1 an, Amy organise elle-même une battue. Souvent, elles ne sont que 3. J'ai l'impression de revivre la première battue. Ce matin, une trentaine de personnes les aident à ratisser un bois à la recherche de Delphine Jubilard. On la cherche parce qu'il faut absolument la retrouver, mais d'un autre côté, il y a le côté rassurant de ne pas la retrouver parce que forcément, si on ne la retrouve pas dans les bois, c'est qu'il y a toujours l'espoir. Amy, 30 ans, est l'une des meilleures amies de Delphine. C'est quand même une maman qui a la trentaine, qui s'évapore comme ça du jour au lendemain. Faire du mal à une femme, c'est horrible. À une mère, laisser 2 enfants sans leur maman, c'est encore pire. C'est inacceptable. Les amis de Delphine marchent inlassablement à la recherche d'indices ou d'un corps dans ce terrain accidenté, envahi de ronces. Ouais, non, ça monte trop. Là, c'est chercher pour chercher. Ça monte trop. En plus, il faut s'imaginer que c'était dans la nuit. Donc, alors, il faudrait bien connaître le terrain et savoir s'il y a des cavités. 1 an après la disparition de la jeune infirmière, les enquêteurs sont convaincus que son mari, Cédric Jubilard, l'a tuée avant de faire disparaître son corps. Mais à ce jour, la justice n'a ni aveu, ni preuve irréfutable. Plongée dans les secrets d'une affaire criminelle hors norme. Le 15 décembre 2020, à 4h10, la gendarmerie d'Albi reçoit un appel. Cédric Jubilard, 33 ans, veut signaler que sa femme a disparu. Il explique avoir été réveillé par les pleurs de sa fille et avoir constaté que son épouse n'était plus là. 2 gendarmes se rendent au domicile du couple. L'un d'eux racontera aux enquêteurs. Il était anxieux et stressé. Il ne trouvait vraiment pas normal que sa femme ne soit pas là. Il était en panique. Il a pleuré 1 fois. Selon Cédric Jubilard, seul manque une doudoune blanche et le téléphone de Delphine. Il borne sur l'antenne de la commune. Mais à 7h30, le téléphone s'éteint. À Cagnac, les amis de Delphine apprennent la nouvelle en se réveillant. Cédric a tenté de les joindre dès 4h du matin. Coucou, quelqu'un a vu Delph, je la cherche partout, je veux juste savoir si tout va bien. Elle est chez toi. On s'est dit peut-être que elle va revenir, elle est peut-être partie au travail, même si elle est en vacances, elle avait besoin de souffler. Peut-être qu'à la maison ça allait pas, elle est partie se balader ou s'aérer la tête le soir même. Arrivé le soir après le travail, quand on voit qu'elle est toujours pas rentrée, on commence un peu plus à s'inquiéter, on commence à nous dire qu'on va nous auditionner, les gendarmes qui nous demandent si on ne la cache pas. C'est là où on s'est dit, ouais, finalement, peut-être qu'il y a autre chose. Qu'est-il arrivé à Delphine ? Mère de 2 enfants, dont une fille de 18 mois, elle était en congé et semblait joyeuse. Amy a échangé avec elle la veille de sa disparition. Le 14 décembre, où je dis aux filles, on se fait un café ensemble, alors jeudi matin, les gars. Et où elle répond, oui, café entre meufs, jeudi matin, cœur. Tout était normal. L'idée d'une disparition volontaire, vous y pensez à ce que vous dites, elle a pu partir de chez elle tout plaqué? Non, jamais. Jamais j'ai pu penser à ça. Jamais de la vie, elle serait partie sans ses enfants. Ça, c'était de suite à enlever de la liste. Delphine a-t-elle fait une mauvaise rencontre ? Les chiens de la gendarmerie reniflent sa trace depuis chez elle jusqu'à ce stop.
Mais impossible de savoir si cette piste remonte à la nuit de la disparition. Les enquêteurs interrogent Cédric Jubilard et découvrent que le couple traversait une crise profonde. Delphine a demandé le divorce il y a plus de 3 mois. La procédure est en cours. Nous avons chacun notre avocat. Savez-vous si Delphine entretenait une relation extra-conjugale? Elle téléphone en cachette. Elle a changé ses codes. Donc on peut supposer qu'elle me cache des choses. La vie du couple se retrouve alors au cœur des investigations. Delphine rencontre Cédric en 2005 dans une soirée. Ils ont à peine 18 ans. Elle est étudiante infirmière, lui est intérimaire. Ils emménagent dans un appartement à Albi. Kevin habitait sur le même palier. Rapidement, il se lie d'amitié avec le couple. Cette photo là, il y a 2 bébés. Les fameuses photos où ils sont super. En 2013, Kevin est même témoin de leur mariage. Ils étaient vraiment bien ensemble, quoi. C'est toujours les premières années qui sont les meilleures, quoi. Il se souvient d'un ami travailleur qui multiplie les petits boulots. Cédric Jubilard veut construire sa vie de famille et sa propre maison. Ils ont réussi à trouver le terrain, à avoir les fonds et tout. Et vu que Delphine travaillait et qu'elle travaillait, donc au niveau du crédit, ils ont réussi à l'avoir. Ils voulaient se donner à fond dans cette maison, quoi. Et l'utilité du bâtiment, il y avait plein de projets. Ils pensaient faire une piscine, un solarium. Ils voulaient vraiment faire une maison où ils se sentent bien. C'était son rêve, cette maison? Ouais. En 2013, le couple emménage à Cagnac-les-Mines, quelques mois avant la naissance de leur fils, Louis. Les travaux ne sont pas terminés et ils n'avanceront plus. À cette époque, Delphine se confie à une cousine dont elle est très proche, Lolita. La maison qui avançait pas, hein. Donc elle a commencé à en parler un peu en disant ben voilà, Cédric, je comprends, il a des chantiers, mais il avance pas, quoi, dans la maison. Donc c'est vrai que ça l'a travaillé un peu, quoi. Parce qu'après, ben, elle a été enceinte de Elia. La grossesse a été dure. Étant enceinte, elle est tombée 2 fois. Quand il pleuvait ou n'importe, eh bien, avec la poussette, c'était trop dangereux. Il faisait rien. Alors que l'activité professionnelle de Cédric est en dents de scie, Delphine s'épanouit à son poste d'infirmière en gériatrie. Comme on le voit sur cette vidéo, tournée par des collègues. Une partie de son entourage est perplexe devant ce couple aux personnalités très différentes. Quand on était entre nous, entre filles, c'était Delph vraiment la rayonnante qui rigolait. Elle rentrait dans enfin, on rigolait vraiment de tout et de rien sans filtre. À partir du moment où il était là, c'était plus du tout la même personne. Cédric, ça a toujours été quelqu'un il est dur, quoi. Il a toujours montré, c'est une personne dure, hein, et il a toujours assumé. De toute façon, il est comme ça, c'est son caractère. Hein. Moi, je suis un connard et j'assume, quoi. C'est vraiment sa phrase à lui, de toute façon. Il y avait beaucoup de choses qui collaient pas, je trouvais, entre eux, en fait. Il y avait Delphine qui était une femme posée, voilà, gentille avec ses enfants. Il n'y a aucun moment j'ai vu Delphine lever la main sur les petits. C'était Cédric. Quand Delphine elle lui disait « Arrête, tu vois pas que tu lui fais mal à Louis, mais tais-toi, ferme-la ta gueule ». En fait, c'était des mots vulgaires. Elle se rabaissait, elle baissait la tête, elle disait plus rien. Après un lent délitement, à l'été 2020, cet amour de jeunesse semble dans une impasse.
Delphine s'affirme. Elle semble excédée par les problèmes financiers récurrents de son conjoint. Dans des messages retrouvés par les enquêteurs, elle évoque une séparation. Quelques jours plus tard, sur un site de rencontre, Delphine commence à échanger avec un autre homme. Il a 35 ans, il est vendeur dans la région. Ils se rencontrent plusieurs fois et s'appellent tous les jours. Rapidement, Cédric nourrit des soupçons. Il cherche même à géolocaliser le téléphone portable de son épouse, alors qu'elle se trouve avec son amant. Trois mois avant la disparition, le divorce est acquis. Mais Cédric Jubilard continue à enquêter sur sa femme. Début décembre 2020, il subtilise la carte bleue de Delphine et consulte l'historique de ses dépenses à un distributeur. Il y découvre un achat de lingerie, une location de voiture et une réservation d'hôtel. Pour Delphine, le projet d'une nouvelle vie semble s'accélérer. Le jour de sa disparition, son amant lui annonce qu'il se sépare de sa femme. À 22h55, Delphine lui envoie un dernier message. Elle ne donnera plus jamais signe de vie. Les semaines passent et les éléments troublants vont s'accumuler contre Cédric Jubilard. C'est une disparition inquiétante. Un meurtre ou un enlèvement. Les suites des recherches pour retrouver une jeune mère de famille disparue dans un village du Tarn. 8 jours après la disparition, alors qu'un millier de personnes est rassemblé pour prêter main forte aux gendarmes, le comportement de Cédric Jubilard interroge. Notamment Amy, l'amie de Delphine. J'ai ressenti ce besoin d'être à ses côtés le jour de la battue et de lui montrer que j'étais là pour le soutenir et là pour lui. Il le sait, hein, que c'était le suspect numéro 1, que tout le monde le regardait à lui, que voilà, tous les regards étaient braqués vers lui. Je sais pas, j'avais pas l'impression qu'il cherchait, j'avais envie de lui dire mais on s'en fout, enfin, on est là pour chercher ta femme, donc... Dans le quartier où vit le couple, Madame, bonjour, c'est la gendarmerie. Les gendarmes recueillent des témoignages embarrassants pour Cédric Jubilard. D'abord une voisine qui habite à 100 mètres du couple. Elle raconte qu'aux environs de 23h ce soir-là, alors qu'elle était sortie fumer une cigarette, elle a entendu la voix d'une femme. J'ai entendu des cris de peur. Ceux-ci m'ont glacé. Pour moi, c'était des cris d'adultes. Il y a eu des aboiements en même temps. S'agissait-il de la voix de Delphine ? Le fils du couple, âgé de 6 ans, est questionné. D'abord, au lendemain de la disparition, il affirme que la soirée s'est déroulée sans heurts. Mais un mois plus tard, il décrit une altercation entre ses parents. Ils se disputaient. Après, j'entendais des gros mots. J'entendais. Alors, puisque c'est comme ça, on va se séparer. De son côté, Cédric Jubilard a toujours affirmé que la soirée s'était passée dans le calme. Il dit s'être couché à 22h30 et il a une hypothèse. Delphine serait peut-être sortie promener les chiens. Selon lui, elle en avait l'habitude. Une version qui étonne un voisin, Michel. Il habite en face des Jubilards. Non, on l'a jamais vu le jour avec les chiens, ni le soir, ça c'est sûr et certain. Mais bon, le soir, on a les volets fermés.
Mais bon, on rentre des fois à des heures un peu plus tardives, vers 9h, 10h. On l'aurait croisé dans la ville, dans le village, dans le lotissement. Surtout que c'était pas une fille à partir de la nuit. Mystère. Un autre voisin affirme, lui, que la voiture de Delphine a été déplacée pendant la nuit. Les enquêteurs découvrent aussi que, contrairement à ses habitudes, Cédric Jubilard a coupé son téléphone entre 22h et 4h du matin. Enfin, la première gendarme arrivée chez les Jubilard à 4h50 se souvient avoir aperçu le mari en train de mettre du linge dans la machine à laver. Et le lendemain, les enquêteurs saisissent dans le tambour une couette. Cédric Jubilard aurait-il cherché à dissimuler des indices ? Les enquêteurs en sont persuadés. Plusieurs proches dans l'entourage du couple racontent aux gendarmes que l'homme aurait proféré des menaces de mort à l'encontre de son épouse. Une fois, il a dit textuellement « J'en ai marre de celle-là, je crois que je vais la tuer, l'enterrer, personne ne la retrouvera. » Et donc c'est vrai que quand on est énervé après quelqu'un, on dit « Oh, j'en ai marre, je vais le tuer. » Mais bon, jamais je vais le tuer, je vais l'enterrer, personne ne le retrouvera, quoi. Enfin... Sur un moment, évidemment, personne ne croit. Ben non, non. Les gendarmes perquisitionnent la maison et la voiture du couple, fouillent le jardin, sondent les canalisations. En vain. Cédric est examiné par un médecin le jour de la disparition. Il ne porte pas de traces de blessures. L'enquête semble dans une impasse. Les gendarmes vont alors tenter d'obtenir des aveux. Le 16 juin dernier, Cédric Jubilard est placé en garde à vue en même temps que sa mère et son beau-père. Jean-Baptiste Allary est son avocat. Il l'assiste pendant 44 heures. La gendarmerie de Gaillac est entièrement réquisitionnée. Une dizaine de gendarmes sont réunis et assistent en temps réel aux auditions, assistent à tout ce qui se passe. Et à chaque fois qu'une pièce est évoquée pendant une audition, la porte s'ouvre et la pièce en question est tendue au service enquêteur pour pouvoir poursuivre l'audition. Donc tout est extrêmement coordonné. C'est une machine implacable qui a pour seul et unique dessein des aveux. Tout est fait pour ça. L'essentiel des auditions ont eu lieu à des heures extrêmement tardives. La dernière audition s'achève à plus de 3h du matin, jusqu'à d'ailleurs l'un des derniers événements de la garde à vue qui va consister en une confrontation, une mise en présence entre Cédric Jubilard et sa maman, une maman que les services enquêteurs auront pris soin de broyer psychologiquement pendant 48 heures. Et d'ailleurs, elle finit par lui dire et par l'implorer. Cédric, si tu as fait quelque chose pour toi, pour les enfants, pour la vérité, pour qu'on puisse faire le deuil, pour qu'on puisse avancer, elle le supplie, dis-le. Cédric répondra, mais maman, je n'ai rien fait. Pas d'aveu. Mais Cédric Jubilard est mis en examen pour meurtre sur conjoint et placé en détention. 2 avocats supplémentaires prennent en charge sa défense. Alexandre Martin et Emmanuel Franck soulignent que les éléments reprochés à leurs clients ne sont pas des preuves et n'en font pas un criminel. C'est une enquête qui a été menée avec le préalable que Cédric Jubilard était certainement le coupable. Donc à partir de là, vous avez tous les actes d'investigation qui tentent de se centraliser vers cette opinion première, cette conviction première des gendarmes, une conviction qui apparaît quelques heures après la disparition. Les avocats prennent l'exemple de la fameuse couette passée à la machine à laver et présentée comme un élément à charge, mais dont les résultats d'analyse ne sont toujours pas connus, 1 an après. Il
imaginez bien que cet homme aurait enlevé la couette bien avant que les gendarmes arrivent. Il avait tout le temps, il n'est pas surpris chez lui, il a tout le temps puisque c'est lui qui les appelle, il pouvait très bien les appeler le lendemain. Je pense que c'est un leurre en réalité, hein, cette couette. Au final, même si cette expertise nous dit qu'il y a de l'ADN de Delphine, quoi de plus normal, c'est chez elle. Si on nous dit il y a des micro-traces de sang, ça peut s'entendre aussi sur une couette. Donc au final, cette couette va certainement rien donner. Et ça a été agité comme un élément à charge principale, l'élément qui faisait tomber Cédric Jubilard. Les deux avocats rappellent aussi que les plus proches voisins du couple n'ont pas entendu de cris ce soir-là. Et que les déclarations du fils de 6 ans sont changeantes. Pour eux, la justice n'a jamais considéré sérieusement d'autres pistes, comme celle d'un rôdeur. Ce que l'on sait, c'est d'abord que Delphine Jubilard était en horaire décalé puisqu'elle travaillait de nuit et que donc lorsqu'elle était en congé, eh bien, elle était insomniaque. Ce que l'on sait aussi, c'est qu'elle pouvait parfois se promener la nuit. La semaine avant sa disparition, elle était sortie dans la nuit pour regarder les étoiles puisque c'était la période des étoiles filantes au mois de décembre 2020. On ne sait pas du tout finalement si elle a pu sortir ou pas et les raisons pour lesquelles elle aurait pu sortir. Les avocats de Cédric Jubilard ont déjà contesté à 3 reprises le maintien en détention de leur client, sans succès jusqu'ici. La dernière audience à la Cour d'appel de Toulouse s'est déroulée le 16 novembre dernier, en présence de membres de la famille de Delphine, qui restent très discrets, mais s'opposent fermement à la remise en liberté de Cédric Jubilard. Mourad Batik est l'avocat d'un oncle et d'une tante de Delphine. Pour eux, la culpabilité de Cédric Jubilard ne fait guère de doute. Le dossier, il est tout sauf vide. Ce que je peux vous dire aujourd'hui, c'est qu'il y a 2 hypothèses. Une hypothèse impliquant Cédric Jubilard, une hypothèse sérieuse, et une hypothèse parfaitement farfelue qui ferait intervenir un tiers extérieur et externe et qui n'a aucun sens et qui ne tient pas la route une seule seconde. Que Delphine sorte à 23h dans le noir alors qu'elle a peur du noir, en pyjama, alors qu'elle vient de coucher ses enfants, on est en plein hiver, on est sous le couvre-feu et elle se ferait enlever par un tiers, ça n'a aucun sens. Entendu ce vendredi par les juges d'instruction, Cédric Jubilard a maintenu sa version. Il reste présumé innocent des faits qui lui sont reprochés. Pour célébrer en son absence son 34e anniversaire, des proches de la jeune femme se sont rassemblés devant chez elle, le 15 novembre dernier. Je pense que la vérité, elle se saura. En tout cas, je souhaite qu'elle se sache. Et je souhaite aussi que la personne qui lui a fait du mal parle et paie.